Bonsoir à tous, soyez les bienvenus. Mardi soir, il est 20h et quelques poussières. C'est iWeek sur Watch TV. On est en direct ensemble et pendant 1 heure pour passer en revue l'actu Apple. Vous le savez, je ne suis jamais complètement seul dans cet exercice, même si parfois la technique nous joue des tours et me rend un petit peu solitaire. Mais ce soir, j'ai la chance d'être accompagné par 3 de mes camarades, dont un qui revient et on est très heureux de le retrouver sur Watch TV. C'est Eddy Magnette. Salut Eddy. Eh ben salut, bonsoir Benjamin. Le plaisir est vraiment partagé. Ça fait plaisir d'être de retour dans l'équipe et ça fait plaisir d'avoir une vraie connexion et de pouvoir de nouveau être parmi vous ce soir pendant 1 heure. Ouais, t'as été martyrisé par les opérateurs, c'est ça ? Exactement. J'avais une connexion qui dépassait même pas les 2 mégas et ça a duré pendant longtemps et c'était terrible. Et ben voilà, ça y est, maintenant tu n'auras plus d'excuses pour rater iWeek le mardi soir. Et c'est tant mieux, on est très contents. Je pouvais même pas vous regarder en direct. Non. J'arrivais même pas à voir la vidéo, c'est vrai. Bon, bah écoute, voilà, le cauchemar. C'est bien dommage. Le bout du tunnel n'est pas si loin, comme on dit, et le cauchemar est terminé. Exactement, c'est qu'un lointain souvenir maintenant. Exactement, sois le bienvenu dans iWeek. On est très heureux de te retrouver, Eddy. Autre fidèle de l'émission, c'est Guillaume Jette, consultant et développeur à Tether, n'est-ce pas Guillaume ? Oui, consultant en un seul mot, je précise, on ne sait jamais. Oui. Oh, des esprits un petit peu grivois pourraient l'écrire en 2 mots. Hein. Bah oui, c'est un peu le problème. Donc bon, non, certains de tes fans sur Twitter notamment. Ça doit être ça. Et puis à ta gauche, Guillaume, une des figures d'iWeek. Il nous emmène toutes les semaines du côté de la Côte d'Azur, prendre un petit peu de soleil. Est-ce qu'il a fait beau aujourd'hui, Élie ? Oui, très bien. Bonsoir Benjamin, bonsoir tout le monde. Salut Élie. Oui, il a fait beau. Et je précise que je suis le seul de l'équipe qui n'a pas la fibre en ce moment, donc je me contente d'un ADSL pour l'instant. Bon, écoute, c'est tout à fait correct. On va rappeler que tu es le président des Apple Premium Resellers. À vie. Ah oui, c'est ça, à vie. Oui, ils m'ont oublié, du coup, il n'y a plus d'élection. Voilà, et tu es aussi leur porte-parole et on suit aussi l'actu Apple grâce à toi. On va, voilà, maintenant que les présentations sont faites, on va marquer une très courte pause et on se retrouve dans un instant pour le coup d'envoi véritable de cet iWeek avec énormément d'actu ce soir. On compte évidemment sur vos messages, vos tweets, vos réactions, vos questions, vos coups de gueule. N'hésitez pas avec le hashtag iWeekTV que vous connaissez. Voilà, iWeek numéro 8, saison 3, c'est parti. Voilà, et beaucoup d'actu encore du côté des annonces de ces dernières semaines avec l'arrivée progressive des différents produits annoncés par Apple. L'info la plus récente et la plus excitante sans doute, les amis, elle concerne l'Apple TV avec des précommandes qui commencent... C'est annulé, ils ne l'envoient plus. Ils l'envoient plus, comment ça ? Ils la font plus, ils ont arrêté l'Apple TV. C'est mort. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Tu vas te faire des amis, c'est ça, c'est ça le but. Hein. Est-ce un cri de désamour envers l'Apple TV, Guillaume ? Oh non. À peine. Non. Moi, je m'en fous, honnêtement, je m'en fous. Ils peuvent le sortir, ça me changera pas ma vie, c'est pas grave. Quoi ? Mais non, mais j'ai pas assez de prise HDMI sur ma télé, ça va pas. Donc c'est pas un bon je produit. disais que c'est le plus beau produit de cette fin d'année. C'est celui en tout cas, qu'on attend. Rappelez-vous, la semaine dernière, avec Lionel, on s'était dit que c'était le produit qui nous excitait le plus pour cette fin d'année. Ouais. Bon, les mauvais esprits te diront ah bon, bah c'est pas très bon signe. Pourquoi est-ce que l'Apple TV t'excite, Élie, si je peux me permettre ? Parce que ça a été très longtemps hobby pour Apple, mais qui en vendait quand même des quelques millions. Et là, maintenant, il prend une toute nouvelle dimension avec l'ouverture aux apps. Et pour peu qu'Apple ne soit pas trop strict dans le filtrage de ses apps, on va avoir un écosystème qui va exploser et on va peut-être voir enfin le rêve de la télévision tel que en parlait Steve quand il disait qu'il avait craqué l'interface ou le problème d'interface arriver grâce à ce boîtier. Ah, bah, à Guillaume... 100% d'accord avec Ellie, moi.
Ah, bon, alors, Eddy, alors, on va se tourner vers ceux qui sont d'abord inspirés par l'Apple TV avant d'aller voir Guillaume. Eddy. Alors d'abord, moi, en ce qui me concerne, j'ai 2 Apple TV à la maison. Donc, j'ai jamais trouvé l'Apple TV comme étant un objet secondaire chez Apple. J'ai toujours trouvé beaucoup d'intérêt à l'Apple TV. Et du coup, je vois arriver cette nouvelle génération avec beaucoup d'impatience. Seul petit bémol, c'est les prix qui ont un peu flambé au passage. Mais c'est vrai que, comme le disait Eli, avec l'arrivée de l'écosystème et d'applications sur l'Apple TV, entre les jeux ou encore les télévisions qui vont pouvoir s'installer dessus, avec la télé en rattrapage qui va être du coup plus facile ça va être plus facile à y accéder. Moi, je pense qu'il y a vraiment de quoi faire un beau produit de cette nouvelle Apple TV. Bon, vraiment. Donc alors, pour nous résumer, on a dit précommande à partir de lundi de la semaine prochaine et première livraison courant de semaine, hein, c'est ça, C'est Eli? ça. Oui, c'est ça. En fait, nous, on les a commandés déjà depuis un moment. Donc, dès qu'Apple nous les livre, c'est-à-dire qu'Apple passe par ce système maintenant de dire on fait des précommandes à partir de tel jour, etc. Nous, à partir du moment où le produit est ouvert dans les bases de données Apple, on commande immédiatement toutes les quantités qu'on peut. Et après, dès qu'Apple nous les livre, on va les livrer. Donc, j'espère que milieu, fin de semaine au plus tard, on va être inondé d'Apple TV et on va pouvoir livrer tout le monde, j'espère. On va évite les inondations en ce moment de ton côté. Qu'est-ce qu'il y a, Guy? Non, je disais éviter les inondations quand même de votre côté, même avec les Apple TV, c'est dangereux. C'est sûr. Bon, on va rappeler que c'est un petit boîtier donc, qui se branche sur la télé, qui effectivement va désormais avoir son propre App Store. Avec son écosystème, ses applications, et puis surtout sa nouvelle télécommande avec Siri intégrée à l'Apple TV. Et donc là, il y a pas mal de nouveautés quand même sur ce nouvel Apple TV. Et je pense que c'est un produit qui peut séduire, même si moi je reste quand même persuadé que le prix va être un frein pour ce boîtier. Le prix va être un frein. On parle c'est un prix qui est passé en gros de 70 à 99 euros. 79 le modèle actuel. Ouais. Et il est passé à 149 pour un modèle quand même en 32 gigas et 179 pour un modèle en 64 gigas. Ah oui, 99 c'était l'ancien prix. Je dis n'importe quoi. Oui, effectivement, il a pris 50% quand même. Et quand on voit le prix des Chromecast ou là, je crois que c'est Roku qui arrive en France avec un boîtier qui sera certainement moins cher. Du coup, l'Apple TV est quand même au-dessus de ses concurrents et ça peut être un frein. Alors, à propos de l'Apple TV, juste un truc. Guillaume se réveille, tiens, vas-y Guillaume. Non, j'écoutais religieusement, comme on dit. Sur le problème de l'Apple TV, on a déjà discuté, je crois, mais c'est que le marché des box en France est très dynamique. Il y a beaucoup de fonctions de ces box-là qui sont déjà intégrées, qui intègrent donc tout ce qu'on a dans l'Apple TV. La force de l'Apple TV, ça va être surtout son ergonomie. Donc là, je pense que là-dessus, Apple a sûrement trouvé une méthode très intéressante et intelligente pour avoir une vraie interaction avec sa télé, avec la télécommande qui est équipée donc d'un micro. Donc ça, je trouve que c'est plutôt pas mal. Moi, après, sur la difficulté d'Apple avec l'Apple TV, c'est pour le marché français. Alors, je ne parle pas pour le marché des États-Unis qui est très différent. Je pense que pour eux, c'est surtout les États-Unis qui vont les intéresser. Mais pour le marché français, l'Apple TV, à mon avis, aura des difficultés. Alors, comme tu le disais, Eddy, c'est vrai qu'il y a des produits plus chers. Par contre, l'Apple TV, ça va être 32 sur 4 gigas. Moins cher. Moins cher, pardon. Ouais, moins cher, mais donc l'Apple TV sera plus cher, mais il y a quand même du stockage dispo dedans, alors que le Chromecast n'en a pas, et puis tu es limité à quelques applications sur le Chromecast, alors que sur l'Apple TV, à la limite, pratiquement, théoriquement, toutes les applications que tu as sur ton iPhone ou ton écran de ton Mac peuvent être diffusées également sur l'Apple TV. Donc, c'est pas un produit inintéressant. Hein. Moi, je suis pas forcément client pour une raison toute bête, c'est qu'à la maison, moi j'ai un Mac mini sous la télé qui me sert en fait de Media Center. Donc je suis parti sur une optique plus costaud, on dira techniquement, qui a ses avantages et ses inconvénients, mais qui moi me correspond plus à mon besoin. Alors c'est mon côté aussi peut-être plus technoïde dans l'âme qui fait ça, mais voilà. Mais par contre, je pense que la force de l'Apple TV en tant que boîtier que tu prends, tu branches sur ta télé, ça fonctionne, là c'est top. Enfin, c'est un outil très intéressant. Et c'est vrai que c'est intéressant pour diffuser du contenu qui est pas forcément les séries télé, les machins, mais ça peut être aussi tes photos et d'autres contenus, et ça tu peux le faire facilement avec AirPlay. Alors Eli, tu nous as indiqué juste avant qu'on démarre l'émission un site avec les économiseurs d'écran en fait de ce nouvel Apple TV. Et oui. Alors le site et ses économiseurs, les voilà. Il suffit de cliquer là, dans le bas sur les différents numéros pour afficher les différentes vidéos.
Donc on peut être à Hawaï, on peut être à Londres 2 jours. Il y a San Francisco numéro 4 qui ou est de très nuit. joli. Alors, San Francisco numéro le 4. Golden Gate. San Francisco Day numéro 4. Day numéro 4. Je vois que tu as déjà présélectionné tes... Voilà, là c'est Russian Hill, l'arrivée à San Francisco à partir des jardins de Yerba Buena. Et sinon, ça doit être alors celle d'avant ou d'après. Tu vois, alors, comme attends, quoi, je les ai pas toutes mémorisées. Voilà, celle-là. Un petit Golden tu Gate. as l'arrivée à San Francisco en survolant le Golden Gate. Pour se faire plaisir. C'est assez joli. Pas mal. Et on a la Chine, il n'y a pas Paris. Et alors, miraculeusement, dans ce site, s'il y a une vidéo qui vous plaît et que vous n'avez pas prévu d'avoir l'Apple TV chez vous, vous pouvez télécharger le film, il fait à peu près 70 mégas, et le mettre sur votre Mac ou votre téléphone éventuellement. Chaque film fait 70 mégas ? Oui. Ah oui, donc c'est la haute def. On va rappeler un détail, c'est que l'Apple TV n'est pas 4K. Hein. Non. Sort pas en 4K. Donc si vous avez une télé UHD... Voilà, l'Apple TV est... Ce qui est dommage d'ailleurs, puisque l'iPhone 6S et 6S Plus, lui, fait de la vidéo 4K. Ça aurait pu être idéal pour la diffuser, la vidéo. Je suis bien d'accord. Mais c'est pour la V2. Ouais, mais c'est un peu énervant quand même, cette stratégie-là. Est-ce que sur du Wi-Fi classique, tu peux diffuser facilement du flux 4K sans interruption, quelque chose de vraiment fluide ? Je ne sais pas. Non. Juste un petit truc. Les économiseurs d'écran, en fait, aujourd'hui, c'est très con. Ça sert à rien, faut pas l'oublier de le dire. Vos écrans LCD et LED n'ont plus besoin, historiquement, depuis des années, d'avoir un économiseur d'écran. Donc, à la limite, si vous avez besoin de... Le seul intérêt sur un ordinateur, c'est de protéger en mettant un mot de passe. Si vous avez un mot de passe, ça active l'économiseur, ça active le mot de passe. C'est joli. Oui, mais ça consomme de l'énergie par contre. Oui, donc ton écran est tout le temps allumé, ça réduit la durée de vie de l'écran, donc c'est pas forcément intéressant. Ça avait un intérêt il y a 20 ans quand on avait des CRT, des tubes cathodiques, où là l'image pouvait se fixer si elle était restée. Si on laissait la même image en permanence, ça fixait l'image dans l'écran. Mais aujourd'hui, ça n'a plus beaucoup d'intérêt, très honnêtement. Voilà. Donc c'est joli, bien sûr, mais voilà, il faut savoir que techniquement aujourd'hui, l'intérêt d'un économiseur d'écran, il est quasi nul. Voilà. Enfin, en tout cas, je voulais vous montrer ces belles images, notamment cette vue de New York. Vue du ciel, voilà, New York, une ville où je serais bien allé. Ça fait longtemps que j'ai pas mis les pieds du côté de Central Park. J'imagine que c'est ce qu'on survole en ce moment. Bon, il y a beaucoup d'actu au programme de ce 8e numéro d'iWeek. Alors on va avancer. On a eu des infos ces dernières heures qui viennent du sommet de chez Apple, puisque c'est Tim Cook qui a lâché quelques infos lors d'une conférence organisée par le Wall Street Journal. C'était à Laguna Beach en Californie, et on a notamment des chiffres sur Apple Music. Alors ces chiffres, qu'est-ce que vous en pensez, bon ou pas bon? Ça dépend de quel côté du verre tu te places. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il est à moitié vide ou à moitié plein? Bon, et vas-y Elie, dis-nous ce que tu en penses. 15 millions, c'est pas mal. Desquels 6 millions et demi payants, c'est peut-être pas autant. Ouais, alors... Guillaume? 6 millions et demi en 3 mois, sachant le nombre d'années qu'il a fallu pour Spotify pour avoir 20 millions, je pense que ça, ils s'en sortent pas si mal. Maintenant, c'est pas pour autant que je vais dresser des lauriers à Apple Music. Il y a eu plein de problèmes techniques, il y en a encore, il y a pas mal de choses à dire, à plein de points de vue sur Apple Music. Je pense qu'ils ont été un peu victimes aussi de quelque chose qui était trop fouillis. Enfin, à mon avis, Apple Music aujourd'hui, c'est une offre trop compliquée. Pas dans le sens où la tarification, mais dans le sens plutôt... Il y a plein de choses, Apple Music, ils mettent Beats One, ils mettent aussi des trucs, Connect, etc. On comprend pas forcément, et je pense que ça souffre en plus de la complexité d'iTunes, donc du coup, les gens sont un peu perdus. Ouais, on va en reparler. Voilà. Oui, iTunes, on va en reparler effectivement. On va en reparler justement. Mais ce que je sais, moi, c'est tout à fait officieux, c'est que, mais par des gens qui vraiment l'ont vu, Jonathan Ive n'est pas ravi de l'interface actuelle, et on peut le comprendre parce que moi, j'ai trouvé l'interface très très confuse, en particulier la façon dont on peut rajouter nos artistes préférés où Apple Music suggère des choses, mais pas forcément ce qu'on veut. Et pour lui faire comprendre ce qu'on veut, on peut pas vraiment choisir. C'est-à-dire qu'on est obligé de refuser à chaque fois les propositions. On peut y passer 1 heure et pas tomber sur ce qu'on veut. C'est pas génial, quoi. Un truc tout bête. Tiens, un truc tout bête. Tu lances iTunes, tu recherches Apple Music dans l'interface d'iTunes. Ça n'existe pas. T'as ma musique, playlist pour vous, nouveautés, radio, Connect, iTunes Store. Mais t'as rien qui s'appelle Apple Music. Non, c'est vrai que sur iTunes, Apple Music, c'est un vrai ratage. Hein. On peut vraiment le dire. Moi, je pense que l'idéal, ce serait de faire sortir Apple Music d'iTunes
pour avoir d'un côté un service streaming et de l'autre côté la boutique historique d'Apple. Mais c'est vrai que pour le moment, Apple Music sur iTunes, c'est un vrai ratage. Ouais, complètement d'accord avec toi, Eddy. Voilà, donc les chiffres, 6,5 millions, 15 millions, ça fait que Apple Music est encore en dessous de Deezer. Ah non, je crois qu'ils sont dessus, non? Ils sont au-dessus, je crois, juste au-dessus. Légèrement au-dessus, me semble. Alors d'accord, ok, je crois que les chiffres sont effectivement assez proches. On va reparler dans un instant d'un autre volet de cette interview de Tim Cook, il s'agissait de l'industrie automobile. Juste avant ça, quand même, une image qui est l'une des rencontres que Tim Cook a effectuées lors de cette conférence du Wall Street Journal. Ça ressemblait à ça, hein, cette conférence. Donc, ça nous rappelle les fameuses D8 conférences, l'une des dernières conférences auxquelles on avait vu Steve Jobs juste avant sa disparition, à l'époque, qui était organisée par Walt Mossberg, qui entre-temps a quitté le Wall Street Journal. Et donc cette rencontre que j'évoque, c'est celle avec le grand patron de la NSA, et la photo est sur le site de Mac Forever, Michael Rogers, ici en discussion avec Tim Cook. Et on sait que les deux hommes ne sont pas forcément d'accord, puisqu'il y a évidemment un enjeu autour pas de la sécurité, mais en tout cas de l'accès aux données véhiculées par les appareils mobiles. La NSA aimerait bien pouvoir y accéder à volonté, et Apple a le souci de protéger la vie privée, la confidentialité des données de ses clients, mais il y a deux intérêts qui sont complètement opposés là. Hein. Ah ben là, c'est carrément... c'est un combat intéressant. L'argument de Tim Cook se tient totalement, parce qu'en fait aujourd'hui la NSA et la CIA, etc. disent nous on voudrait des backdoors, c'est-à-dire en fait des portes dérobées pour accéder au système de sécurité chiffré. On veut pouvoir rentrer même si on n'a pas le droit normalement de rentrer. L'argument de Tim Cook il est relativement simple, il est de dire nous on veut pas parce qu'on sait pas que si un jour là vous dites que vous êtes les gentils, mais on sait pas qui vraiment sont les gentils et les méchants. Et on peut pas s'assurer que ok aujourd'hui un gentil peut rentrer, voilà, mais demain c'est peut-être un méchant qui rentre dans le système et qui va tout faire foirer. C'est un argument qui se tient totalement. Donc, je suis très content que Tim Cook marque toujours un intérêt très fort à ce que la vie privée de ses clients soit vraiment protégée. Et je pense que c'est un argument commercial non négligeable pour Apple, mais c'est quelque chose qui vient de très haut et qui, à mon avis, ne va pas changer avant très longtemps. Et en plus, aujourd'hui, Apple est une société très puissante, donc la NSA ou la CIA auront du mal à pousser Apple à faire quelque chose, sauf si juridiquement on leur impose sans leur donner le choix. Ça, voilà, c'est un autre problème. Mais tout ça, ce sont des positions un peu officielles. Apple a intérêt à dire ça. Je pense qu'Apple le pense vraiment. Maintenant, est-ce que la NSA a les moyens d'intercepter ou de décoder des choses? On ne sait pas tout. Hein. Donc, officiellement, je vois mal Tim Cook en train de dire publiquement à tous ses clients oui, on va offrir une backdoor. J'y crois pas du tout. Absolument. Maintenant, est-ce que la NSA est capable? Ou plutôt, est-ce que ça veut dire qu'il n'y en a pas? Est-ce que Tim Cook peut dire ça? Est-ce qu'on peut être sûr que c'est vrai? Voilà. Sur le système de chiffrement d'iMessage et de FaceTime, il a été montré que oui, tu ne peux pas avoir quelqu'un qui rentre au milieu comme ça, c'est vraiment impossible. Maintenant, le fait est que la question toujours de l'accès aux informations quand elles sont chiffrées, c'est pas tellement une question de... Je dirais que le problème, c'est qu'en fait, si quelqu'un veut y mettre le temps et les moyens, il pourra toujours essayer d'accéder aux informations, il y arrivera sûrement. La question, c'est combien de temps, surtout, et quels moyens on peut mettre derrière. Maintenant, il y a deux choses. Il y a le chiffrement de votre appareil physique. Si vous l'avez protégé par un mot de passe, quelle est la difficulté qu'on aura à trouver le mot de passe et à rentrer dedans? Et puis, la sécurité de vos communications en général, quoi. Ouais. Mais c'est bien qu'Apple s'affirme là-dessus et s'affirme très fort. Mais clairement... Et surtout, ne bouge pas d'IOTA. Hein, c'est un discours qu'on a souvent entendu chez Tim Cook. Hein, il a l'air de camper sur ses positions. On pouvait penser que c'était un postulat au départ. Finalement, ça devient un véritable cheval de bataille, a priori. Mais surtout, si on s'apercevait un jour qu'il y avait la moindre faille volontaire de la part d'Apple pour laisser la NSA accéder, ce serait catastrophique. Oui. En termes d'image, c'est catastrophique, là, voilà. C'est sûr. C'est pire que si Steve Jobs venait à disparaître. Hein, oui, c'est ça. Voilà, donc il faut demander à Snowden, mais c'est ça. Il va peut-être nous dire... je plaisante, mais c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, des années, on disait, mais quand Steve Jobs sera mort, Apple, ça va chuter, machin. Non, il est mort, ça va pas chuter. Par contre, je pense que si un jour, on découvre qu'Apple, finalement, allez,
laissé quand même le NSA la possibilité de regarder à l'intérieur. Là, le discours marketing, le discours d'Apple aura pris une claque, la confiance de ses clients aura pris une énorme claque. Et là, ça sera pas une bonne journée. Donc je pense qu'ils ont tout intérêt à ce que il y a une différence quand même, leurs actes conforment à ce qu'ils disent. Élie ? Moi, je crois qu'il y a une différence entre le fait de dire oui, il y a une backdoor, ou alors on va laisser les gens rentrer plus ou moins facilement dans nos systèmes, et ça, c'est totalement condamnable. Je pense que si la justice américaine demande à Apple des informations précises dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, je vois mal Apple refuser de donner des informations. Mais dans un cas très précis. Ouvrir la porte et répondre attention, à une requête de la justice, il y a quand même une différence. Il y a deux choses. Apple peut très bien dire OK, on accepte de donner la réponse, mais techniquement, on peut pas la donner. C'est tout. C'est là le problème. C'est qu'en fait, ils peuvent très bien dire OK, on va faire le maximum pour donner l'information, mais après, on peut peut-être pas juste le faire. Donc, même si vous dites donnez-le, oui, mais on peut pas le faire. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Point. C'est aussi bête que ça. Ouais. Bon, en tout cas, on va continuer à suivre cette question qui nous concerne tous, évidemment. C'est hyper intéressant. Autre sujet abordé lors de cette conférence du Wall Street Journal en Californie, l'industrie automobile qui, selon Tim Cook, est au bord d'un changement majeur, d'un bouleversement majeur. Alors, il n'a évidemment pas été question de l'implication, d'une quelconque implication d'Apple sur ce marché de la voiture. Vous savez qu'on parle beaucoup de ce projet Titan qui ferait arriver une voiture Apple aux alentours de 2019. Il n'a évidemment pas été question pour Tim Cook de l'officialiser en Californie, mais ça a quand même été c'était l'un des sujets abordés, et c'est sans doute pas complètement un hasard. Non, je pense que c'est quelque chose qui tient en ce moment beaucoup à cœur Apple. Ce qu'a dit Tim Cook, c'est que l'industrie automobile était au bord d'un énorme changement, et puis il a dit que dans quelques années, on se poserait même plus la question des voitures autonomes par rapport aux voitures actuelles, que c'était une des façons de diminuer énormément les accidents de circulation. Peu que les logiciels soient bien faits. Et on se rend compte qu'en ce moment, l'actualité est vraiment là-dedans. C'est-à-dire que Google commence à faire tester ses voitures autonomes, et ils ont d'ailleurs l'accord d'un ou deux États américains pour faire les tests. Tesla, si vous avez suivi, aux États-Unis, pas en Europe encore, sorti massivement la nouvelle version 7 du logiciel de la voiture qui contient du pilotage automatique, sous certaines conditions, mais c'est très spectaculaire. Alors évidemment, il y a des vidéos avec des gens qui font n'importe quoi avec, comme d'habitude, mais sinon la base du système est vraiment bien. C'est pas ton cas. C'est pas ton cas, Élie. Non. D'abord, moi, je suis en Europe, donc officiellement, je n'irai avoir eu connaissance D'accord. de cette chose-là, mais ça marche bien. Bon, d'accord, voilà. Bon, ceci dit, le marché américain a l'air d'être prêt. Pour le marché européen, je pense qu'il va falloir encore un certain nombre d'années. Parce que c'est vrai que les États-Unis ont l'air... Google, Tesla, ont pas mal de firmes qui travaillent sur des voitures autonomes. En Europe, on est encore, je pense, assez réticents, et à mon avis, il faudra encore attendre quelques dizaines d'années avant de voir des voitures autonomes sur les routes européennes. Eh ben, c'est faux. Parce que justement, on parle beaucoup de Tesla ou de Google parce que ce sont des sociétés connues et qui nous parlent. Mais vous savez, le dernier Audi Q7, si vous avez regardé Turbo la semaine dernière, où moi j'ai un copain qui en a un, il fait du pilotage automatique et en France. Et c'est vendu comme ça. D'accord. Voilà. Donc, et Mercedes, a priori, le ferait aussi sur un de ses modèles. Donc, il y a des gens qui l'homologuent en douce, ou peut-être c'est des constructeurs européens, mais en tout cas, c'est inévitable. Alors attention, on ne parle pas du pilotage totalement autonome où les gens ne regardent pas la route. On parle du fait que sous certaines conditions, la voiture freine toute seule et la voiture est capable de tourner le volant toute seule, mais uniquement dans certaines conditions et avec le conducteur derrière est prêt à prendre la main instantanément. Voilà, bon, on va suivre le dossier aussi, notamment grâce à toi, Élie, qui est très branché sur le sujet. On va faire un petit tour à nouveau en Californie, du côté de Cupertino, avec d'abord un deuxième projet de campus pour Apple, enfin plutôt un troisième projet, puisque la fameuse soucoupe volante, l'énorme campus en construction, c'est le numéro 2. On parle maintenant d'un autre campus qui pourrait s'installer à Sunnyvale, et donc effectivement pas loin de chez Google. Voilà à quoi pourrait ressembler ce nouveau campus. Décidément, ça va être Apple Town, la Silicon Valley bientôt.
Ouais, c'est énorme. Ça ressemble à un trèfle d'ailleurs vu d'en haut, Ouais. Mais il est très très spectaculaire ce nouveau campus, ce 3e campus. Ouais. Alors, c'est pas ouais. confirmé, enfin. Non. C'est que de la rumeur. Hein. Non, oui, c'est un projet. C'est un projet. Il n'y a rien d'officiel, ni rien. Voilà. Non, absolument. Mettons les choses bien au point. Guillaume, c'est un projet. En revanche, le campus numéro 2, lui, est en train de sortir de terre véritablement. Regardez les dernières images qu'on trouve sur le site d'Apple Insider, réalisées par un drone. C'était il y a quelques jours. Et ça commence réellement à prendre forme, puisqu'on voit vraiment la forme du bâtiment. A priori, les étages sont tous là, et ils sont en train de construire maintenant l'anneau qui va donc entourer cette immense zone de jardin avec des centaines d'arbres qui vont être plantés au milieu. Voilà à quoi ça ressemble en ce moment, assez impressionnant. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, c'est vraiment très impressionnant. Nous, on espère toujours qu'ils vont nous inviter à l'inauguration. On ne croit pas beaucoup, mais j'aimerais bien y être en tout cas. Ouais. Et puis, c'est un peu le dernier gros projet de Steve Jobs, hein, je crois, hein, si je dis pas de bêtises. Il l'avait défendu lui-même, oui, devant le conseil municipal de Cupertino. Absolument. Ah, et enfin, on s'en débarrassait de lui. C'est assez émouvant, je trouve, de le voir sortir de terre, quoi, ce dernier projet. Quoi, Steve Jobs sort de terre? Non. Bon, on a une demande sur Twitter. Ceci dit, donc un de nos fidèles téléspectateurs qui nous demande si tu vas passer la dernière bande-annonce de Star Wars pour que Guillaume puisse mettre enfin son masque de Dark Vador. Non, mais vous la verrez tout à l'heure dans Cinéwatch, le magazine du cinéma sur Watch qui commence à 22h pour la première diffusion. Comme iWeek est multidiffusé, ce que je dis là ne vaut que pour le mardi soir. Mais si vous restez sur Watch, à 22h, Cinéwatch avec Carlos Gomez, Thierry Chaise, Sabine Gorny, super émission avec toute l'actu ciné de demain. On va reparler de Steve Jobs puisque l'avant-première à Londres a eu lieu il y a quelques jours. Et puis, à la fin de Cinéwatch, vous aurez cette fameuse bande-annonce qui a été diffusée la nuit dernière aux États-Unis sur ESPN. On va dire que c'est la première vraie bande-annonce en fait de Star Wars. Vous l'avez vu d'ailleurs tous ? Ouais, j'admire juste l'enchaînement de pros, là, c'était magnifique. Là. Lequel? Ouais, mais dans notre émission, après, quand même. J'ai vu la bande-annonce, j'ai eu un petit trémolo quand même. Hein, t'as vu Léa, enfin? J'irai pas le voir le premier jour. Pourquoi? Moi, j'ai les places déjà. Attends. J'ai réservé aussi, moi, ouais. J'aime le voir le premier jour parce que j'aime le voir dans le calme et pas dans une ambiance hystérique. Même si ça peut être sympa aussi d'avoir l'ambiance hystérique. Mais non, je pense que j'attends un petit peu avant d'aller le voir. Voilà. Et tu vas y aller casqué voir le film? Ouais, sûrement, ouais. Est-ce que vous avez déjà réservé vos places pour Star Wars? Alors, Star Wars qui sort le 16 décembre, c'est-à-dire qu'on va y avoir droit 2 jours avant les Américains quand même. Ça vaut le coup de le voir avant eux, juste pour le plaisir. Voilà. La question, c'est combien d'Américains vont venir le voir à Paris? C'est une très bonne question. C'est vrai. Il y en aura sûrement. Il y en aura sûrement, je pense, beaucoup. Il y en aura sûrement, absolument, pour gagner ces 2 jours. C'est étonnant qu'on ait ce privilège. Je crois que la Suisse fait partie des pays qui vont l'avoir le 16 aussi. Voilà. Ouais. Si Sébastien Perrier est devant son écran... semble avoir vu que l'Angleterre l'avait le 14, non? Non, c'est l'avant-première mondiale. L'avant-première mondiale, le 14. Je suis pas sûr qu'ils sortent en Angleterre le 14, je crois pas. Mais en tout cas, en France, il y a des avant-premières le 15. Hein. Ah bon? Le problème, c'est qu'avec l'Angleterre, il faut un double film. Il y a des avant-premières, si vous les trouvez, vous pouvez les voir 24 heures avant les autres. Ah bon? Et oui. Ah bah, on veut bien les infos, hein. Écoute, moi, je suis allé dimanche au cinéma et dans les écrans de publicité qui passent, il y avait des dates d'avant-première et ils citaient Star Wars chez Gaumont. Donc, par contre, je suis allé sur le site, j'ai pas trouvé, mais c'était cité en publicité, donc il faut, à mon avis, se rapprocher de Gaumont et voir, parce que le premier qui réserve pour l'avant-première, il va être content. Je pense que Gaumont est saturé d'appels, hein, après ce que tu viens de dire. Bah, tout le monde va se ruer sur les cinémas Gaumont, là. Écoute, ouais, moi j'ai visé MK2, mais c'est vrai que tous les cinémas qui vont jouer le Star Wars proposent de pré-réserver les places dès maintenant. Bon, on en reparle dans Cinéwatch tout à l'heure si vous nous faites l'amitié de rester avec nous. Alors, on va continuer sur l'actu Apple avec alors c'est un petit clin d'œil, hein, c'est une appli qui peut peut-être t'intéresser, Ellie, puisque c'est une
C'est un économiseur d'écran, encore un, on va dire Guillaume, qui simule en fait l'Apple Watch, tout simplement. Voilà. Eh bien oui, je l'ai installé forcément depuis que j'ai vu la news tout à l'heure. Je l'ai installé pour tester. Et après, je me suis fait gronder par Guillaume qui m'a dit que ça servait à rien. Et bon, il a peut-être probablement raison. Mais évidemment que j'ai raison, tu commences à c'est pas mal, sauf que c'est moins beau qu'une Apple Watch. On n'a pas dit que ça servait à rien, on a dit que c'était pas forcément indispensable. Voilà. C'est moins beau que l'Apple Watch, mais voilà, c'est un petit clin d'œil. Voilà. Ça vous permet d'avoir l'heure de manière un peu différente sur votre écran de Mac. On va marquer une toute petite pause dans iWeek. On se retrouve dans quelques secondes et on va revenir sur les produits Apple qui sont sortis là, ces derniers jours. iMac, Magic Mouse, Magic Trackpad, Magic Keyboard. Sont-ils si magiques que ça? À tout de suite. Bon, Apple se fait un peu tailler, hein, clairement, sur les nouveautés. Il n'y a pas un produit qui déchaîne les foules. On va peut-être commencer par... Hein, qu'est-ce que tu dis, Guillaume? En fait, c'est simple, ils sont magiques, mais dans le sens Garcimore. Ouais, ça marche, je sais pas. C'est voilà ça. Bon, pour les très très vieux, hein, ceux qui connaissent Garcimore. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est forcément, il y a une génération qui n'a pas compris, là. Donc, tu as fait un four. C'est un vieux magicien, là, qui passait à la télé, qui faisait des tours qui marchaient jamais. Bon, sérieusement, on commence par l'iMac. Oula. Hein, l'iMac avec ce test que vous pouvez notamment lire sur le site de MacG. Bon, alors, en gros, c'est une très belle machine, notamment avec un très bel écran. Mais le problème, comme on le disait la semaine dernière avec Lionel de MacBidouille, je vous conseille d'ailleurs de revoir l'émission qui était très sympa. Et on le remercie encore d'être venu la semaine dernière. Et t'es le bienvenu quand tu veux, Lionel, pour revenir. Le gros problème, c'est le disque dur. Hein, voilà. Quand même bizarre. Les économies de bout de chandelle d'Apple sont parfois incompréhensibles, Lionel. Pardon, Guillaume. Wow, alors là, ça va faire rire. Si tu ne peux pas dire Lionel, là, je sens que ça va jaser sur le net. Oui, ça fait rire. C'est-à-dire qu'en fait, t'as l'impression, voilà, que, comme ils disent, en fait, je sais pas. Enfin, moi, il y a un truc qui effectivement me surprend, c'est qu'ils soient capables de trouver des disques durs aussi lents et aussi, et en fait, de pas se dire, ok, la machine aujourd'hui, c'est une machine haut de gamme. On met directement un SSD 128, basta, quoi. C'est pas non plus le coût que ça va prendre. Tu prends le coût d'un SSD aujourd'hui sur le marché en 128 en 128 gigas, c'est que dalle. Donc, pourquoi Apple se contraint aujourd'hui à mettre des caractéristiques ridicules sur son stockage? Personnellement aussi, ça me laisse un peu perplexe. Ouais. Et en plus, alors, il y a une explication très marketing, c'est que derrière, ça leur permet de vendre les options, de pousser à dire, on a une machine entrée de gamme, mais après, si vous voulez vraiment monter, avoir une machine un peu plus costaud, vous prenez les versions SSD qui coûtent une blinde, parce que chez Apple aussi, le stockage, il n'est pas donné, n'est-ce pas? Ouais. Donc, c'est vrai. Et on a eu, nous, en tout cas, la réaction de pas mal de clients qui sont professionnels et qui attendaient l'iMac 21 en 4K, et qui ont été super déçus qu'Apple ne propose pas, même en option, même en coûtant une blinde, une vraie carte graphique. Parce que avoir du 4K, c'est très bien, mais avec le chipset intégré, ça passe à peine du Full HD, quoi. Donc il faut taper à nouveau sur le modèle. Mais il n'y a pas. Non, mais en 21 pouces, il n'y a pas, il faut aller au 27. Voilà, c'est ça, sur le 27. Oui, pas en 21. Absolument. Eddy, qu'est-ce que tu penses de ces choix stratégiques hardware de la part d'Apple, vraiment pour gagner 2 €, quoi, et encore. C'est décevant, quoi. C'est d'autant plus décevant que c'est une belle machine. Et dans une belle machine, c'est comme si on avait une jolie Ferrari et on y mettait un vieux moteur d'une voiture, on va dire, de milieu de gamme. Donc c'est un peu décevant. C'est des choix stratégiques qui sont des fois incompréhensibles. Et malheureusement, parfois, Apple répète ces choix stratégiques. Alors, est-ce qu'ils n'entendent pas la critique? Est-ce qu'ils font la sourde oreille ou est-ce que c'est des choix qui sont clairement assumés chez eux? Mais en tout cas, effectivement, ça a de quoi décevoir un certain nombre de personnes qui attendaient cette machine avec impatience. Ouais, mais de quand date la dernière machine de chez Apple où l'ensemble soit vraiment cohérent et on n'ait pas à changer quelque chose pour pouvoir juste travailler comme on a besoin de travailler? Mais je pense que sur les iMac... Retina 15. Pardon, Elie? Le MacBook Pro Retina 15. Ouais.
Ouais. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Encore parce que le 256 Go d'origine, ils étaient un peu limite, je trouve, mais bon, parfois. Mais le problème, je pense, des iMac, c'est qu'Apple veut toujours les pousser en termes de tarifs vers le bas, tout en conservant des marges confortables, et qu'à un moment, je pense que ça ne marche plus. C'est-à-dire qu'en fait, la machine d'entrée de gamme, oui, ils peuvent la vendre si les gens sont pas très renseignés, mais c'est dommage, quoi. C'est vrai que ça donne l'impression d'une machine. T'as un super bijou, mais en même temps, voilà, t'as un truc qui gâche un peu le tout. C'est vraiment triste. En plus, voilà, enfin, un disque dur 5400 tours minute. Genre aujourd'hui, c'est juste hallucinant, quoi. Enfin, c'est un 2 pouces et demi. Il me semble quand même qu'on a des disques 2 pouces et demi en 7200 tours, donc un peu plus rapide. Ça existe quand même sur le marché. Il y a des disques hybrides, il y a d'autres options. Enfin. Là, ça fait vraiment bout de chandelle, quoi. C'est triste. C'est un peu triste. Mais pour contraster un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que c'est vrai qu'on réagit, nous, souvent en geek et qu'on a souvent envie et besoin de grosses puissances, quand on utilise les nouveaux iMac sous El Capitan avec les applications de base Apple, y compris iWork, y compris iMovie de base, c'est très très fluide. Donc pour 90% ou 95% des utilisateurs, ils vont trouver que la machine est super, qu'elle est rapide et qu'elle marche bien. C'est nous qui avons toujours besoin et envie de puissance. Oui, mais en même temps, voilà, le problème c'est que du coup, Apple se fait paner quand tu vois les tests un peu autour. Tous les tests autour de la machine, Apple se fait paner, quoi. Enfin, il se ramasse des notes vraiment pas terribles sur une machine qui normalement devrait être un peu mieux que ça, quoi. Quand tu prends un moins de PC d'entrée de gamme, tu peux te dire, bah tiens, je peux avoir 256 Go de stockage en SSD pour le même tarif. Ça fout un peu les glandes, même si les iMac sont des super belles machines, quoi. Ça donne l'image d'une machine haut de gamme sur laquelle Apple veut raboter sur un truc qui est pourtant essentiel. Et voilà, enfin, il y a quelques années, j'avais écrit un magnifique bouquin que je vous conseille, enfin, qui s'appelait OS 10 efficace, Mac OS 10 efficace, dans lequel je disais, je reprenais d'ailleurs un autre site Q qui disait, voilà, le SSD, c'est la plus grosse révolution de ces dernières années en termes d'efficacité, de fiabilité, enfin, en termes d'efficacité de l'ordinateur. Le disque dur, ça a toujours été le point le plus pénible des ordinateurs. Au point où on arrivait à un système ridicule où on compensait la faiblesse de la vitesse du stockage en mettant des processeurs plus rapides, de la mémoire plus rapide, etc. Aujourd'hui, on est à un stade où vous n'avez plus forcément besoin d'avoir beaucoup de mémoire dans votre machine à partir du moment où la machine a un SSD. Et d'ailleurs, les processeurs aujourd'hui, ils avancent très peu finalement, mais le SSD, ça a été la grosse révolution de ces dernières années. Et là, Apple, ils font, à mon avis, un peu n'importe quoi en disant, non, on reste sur un disque dur, même sur nos machines, qui sont pas des machines forcément d'entrée de gamme. Je suis désolé, à 1 700 €, on n'est quand même pas vraiment dans l'entrée de gamme. Ouais, bon ça se confirme aussi avec les autres périphériques annoncés là ces derniers jours, notamment l'Apple Mouse, la Magic Mouse 2, dont la principale nouveauté est donc le remplacement des deux emplacements pour piles par une batterie rechargeable grâce à un port Lightning qui oblige donc à la retourner. Alors, il y a beaucoup de gens qui hurlent sur le fait que Apple aurait dû mettre le port en façade, ce qui aurait permis de continuer à l'utiliser tout en la chargeant. C'est ce qu'on avait dit la semaine dernière. Voilà. Ce à quoi les autres répondent, en fait, en quelques minutes, on obtient 9 heures d'autonomie. En 2 minutes, je crois, on obtient 9 heures d'autonomie. Donc, en gros, le temps d'aller faire un petit tour aux toilettes, la souris est chargée pour la journée. Donc, faut pas non plus en faire un fromage. Sur le clavier, le Magic Keyboard, toujours sur le site de Macworld, voilà, ils l'auraient plutôt appelé Basic Keyboard, plutôt que Magic Keyboard. Ça rejoint ce que nous dit Titus sur Twitter, qui nous dit que c'est surtout les prix qui sont magiques chez Apple. Alors, c'est vrai que les prix ont tous pris un petit... Tant qu'à faire un clavier comme ça, rechargeable, ils auraient pu le rétroéclairer. Oui, d'autant qu'à un moment donné, il y avait un clavier rétroéclairé, je crois, dont on avait eu la trace sur le net. Vous utilisez vraiment souvent votre ordinateur sans aucune lumière dans la pièce? Votre iMac? Ça peut m'arriver. Oui, ça peut m'arriver. Mais c'est rare. Enfin, c'est un usage rare. Là-dessus, sur un portable, ok, je suis d'accord qu'un portable, on peut l'emmener dans un avion, machin, on l'emmène beaucoup, donc ça a un intérêt. Sur une machine de bureau, je suis un peu plus dubitatif. Mais ok, argument accepté. Par contre, je suis pas d'accord par rapport au prix du clavier. Les claviers Apple, on peut dire ce qu'on veut, ce sont des excellents claviers, d'accord? Ils durent dans le temps,
Ils sont ergonomiquement, je les trouve vraiment meilleurs que la plupart des claviers que j'ai testés. J'en ai testé quand même quelques-uns. Si vous prenez un clavier d'entrée de gamme à 30 ou 40 balles, 40 euros, sur le marché, c'est pas des bons claviers. Je suis désolé, c'est des claviers d'entrée de gamme sur lesquels vous allez avoir une frappe qui est relativement moyenne, qui vous oblige souvent à lever plus la main, donc vous avez plus de syndrome métacarpien, etc. Donc moi, je suis pas fan du tout de ces claviers-là. De quoi? De syndrome métacarpien? Oui, le syndrome du tunnel métacarpien. Tunnel métacarpien, tu connais pas? Et tu bosses en informatique, tu connais pas, toi? Le syndrome métacarpien. Non, mais explique-moi le syndrome métacarpien. Benjamin, tu as une douleur au niveau du poignet. Le métacarpien, ici, quand tu as des douleurs dans la main, ici, à force de taper, utiliser ta souris, etc. D'accord. C'est pour ça qu'il y a des claviers ergonomiques, il y a des souris ergonomiques, etc. Moi, j'avais pas mal de problèmes au niveau de mes mains à une époque, et depuis qu'Apple a fait des claviers très plats, je trouve que j'ai beaucoup moins de soucis, parce qu'en plus, t'as pas besoin de beaucoup bouger pour atteindre les touches, etc. Les claviers sont vraiment de très bonne qualité. Et sur un outil qu'on va utiliser 90% de la journée, je trouve que ce n'est pas négligeable d'avoir un matériel de bonne qualité. Je suis d'accord. On me dise pas, ouais, c'est juste un clavier. Non, le clavier, c'est une des parties les plus importantes de votre ordinateur aussi. C'est super important. Tu sais qu'en plus, c'est un sujet très grave, ce syndrome, parce que moi, ça m'a coûté une employée qui, pendant des années, a travaillé sans aucun problème, et le jour où elle a lu un article sur ce syndrome, il est tombé malade. Elle a eu le syndrome, et ça a été dramatique. Tu sais, pour dire, voilà, pas de commentaire. Le clavier, c'est significatif. Il y a eu un point intéressant dans les critiques du nouveau clavier. Alors, j'ai pas le nouveau, moi j'ai l'ancien qui me va très bien, donc j'ai pas besoin de changer. C'est qu'en fait, Apple a changé un petit peu les touches. Là, alors, je sais pas si on voit bien, voilà, les flèches. Ici, vous voyez les petites flèches gauche et droite, maintenant, ce sont des touches complètes. C'est-à-dire qu'en fait, elles font la même largeur que les touches ici. Enfin, j'ai essayé d'y arriver, voilà, ici. Elles font la même largeur que les touches qui sont là. Voilà. Et ça, apparemment, ça perturbe beaucoup les utilisateurs. C'est vrai. C'est assez pénible. Donc, moi, j'aimerais bien pouvoir donner un avis, mais on les a pas reçus. Magiquement, les 3 produits, Apple ne nous les a pas envoyés malgré nos commandes. Bon. Donc, j'ai pas pu tester. Et quand même, il y a un intérêt au fait que les claviers, la souris sont plus chers, c'est qu'on gagne quand même, entre guillemets, un câble Lightning qui est fourni. Ça fait aussi un câble de plus pour recharger son iPad ou son iPhone, ce qui est... Voilà, Alors, d'ailleurs, la question qui est posée... Ils vont l'enlever. Hein. Quoi? Ils vont l'enlever. Hein. Comment ça, ils vont l'enlever? La question était posée... Augmenter la marge, c'est ça que tu veux dire? Ah ouais. Quand vous commandez un iMac avec deux périphériques sans fil, vous n'avez qu'un seul câble Lightning. Vous n'avez pas 2. C'est-à-dire? Si ton iMac, si par mégarde ton système t'annonce depuis 10 jours que ta souris et ton clavier vont te décharger et que tu oublies de charger les deux et qu'ils tombent tous les deux en rade en même temps, tu pourras en charger qu'un seul. Parce que tu n'as qu'un seul câble dans la machine. Pas de câble Lightning. Un seul câble Lightning. D'accord, ok. Bon, après, tu prends ensuite ton iPhone. Mais si la souris en a un de câble et si le trackpad en a un aussi, t'en as 3 du coup. Moi, j'ai pas ouvert les boîtes, donc je peux pas dire, je les ai pas. Oui, il y en a un dans chaque. Est-ce qu'il n'y a pas un câble Lightning dans la souris et le trackpad? Voilà la question. Si, il y en a un dans chaque. Ah, donc il y a 3 câbles. Si tu prends l'iMac avec l'équipement préinstallé, si tu dis par exemple je veux pas la souris et je machin, il te livre a priori qu'un seul câble. Bon. D'accord. Bon, c'est pas très grave. Hein. Je te montre pour te rassurer la boîte du Magic Trackpad 2. Il y a un câble. Ah, yes. Il y a un câble dedans. Ouais. Voilà. Bon, là on est à 149 €, c'est ça? Donc là, ils peuvent nous l'offrir parce que c'est de loin le périphérique qui a le plus augmenté. Mais c'est vrai que c'est celui qui permet de retrouver sur son Mac la navigation en profondeur qu'on a maintenant avec l'iPhone 6S et le 6S Plus. C'est le fameux Force Touch. C'est ça. Bon, en fait, vous avez vu les tables qu'Apple met dans certaines boutiques pour montrer le Force Touch? Je ne sais pas si on en parle ou pas. Les tables avec les iPhones. Alors oui, Apple a mis dans 2 boutiques pour l'instant, à San Francisco et l'autre à New York, je crois, des tables spéciales. C'est comme s'ils avaient mis des écrans LED d'une énorme taille avec des iPhones posés dessus. Et quand on appuie sur l'iPhone, ça fait en fait comme si on balançait une pierre dans un étang. Donc ça fait un effet Ripple. Et ça ne fait que ça. Mais c'est des tables qui ont dû coûter, mais alors une fortune et demie. Et ça ne fait que des reflets dans l'eau quand on appuie sur l'iPhone. La vidéo est extraordinaire, on pourra peut-être la montrer la semaine prochaine, mais le prix que ça coûte par rapport à ce que ça fait, moi j'ai été halluciné. Donc c'est techniquement bluffant, mais ça sert un peu à rien. Oui, c'est ça. Ceci dit, ça peut, à un moment donné, ça peut amuser les gens et pourquoi pas susciter des ventes d'iPhone. Enfin, moi je trouve que c'est plutôt malin finalement. Sûrement. Et techniquement, c'est assez bluffant.
N'oublie pas la grande phrase de Jérôme Odaldi, absolument inutile, donc complètement indispensable. Exactement, ouais. C'est exactement ça. C'est vrai que quand je l'ai vu, je suis comme Elie, hein. J'ai été assez bluffé par la vidéo. Et dans ma tête, je me suis dit, mais ça sert strictement à rien. Mais j'ai été bluffé par la vidéo et j'ai eu qu'une envie, c'est d'aller toucher les tables en réalité, quoi. Donc je me suis dit, mais c'est dingue parce que ça sert à rien, mais c'est complètement indispensable. Alors on va rester dans le tactile, les amis, avec moi le produit qui me fait vraiment, vraiment rêver. J'ai hâte de l'avoir en vrai, de pouvoir le tester. Voilà. C'est l'iPad Pro, évidemment. Il y a eu un petit pataquès au sujet de l'iPad Pro, notamment sur le site de Boulanger. Je ne sais pas si vous avez suivi ça ces derniers jours. Oui. Il a été proposé en précommande, apparemment, alors avec des tarifs français, ce qui apparemment n'avait pas encore été publié. Est-ce que vous les aviez vus, ces prix, ou pas, les amis ? Moi, je les connaissais, mais je n'avais pas pu en parler parce qu'on n'a pas l'autorisation d'en parler. Mais il faut voir que Boulanger a aussi mis les iPhones lors de la sortie en vente et ils les ont livrés aux clients 24 ou 48 heures avant, ce que faisait avant la Fnac régulièrement. Donc, ils ont un peu repris le flambeau de ne pas respecter les consignes Apple. Et donc, nous, on a commandé les iPad Pro déjà depuis un moment, c'est-à-dire qu'on avait les tarifs, on a les prix publics, etc. Mais Apple nous a dit, ne communiquez pas là-dessus. Donc, on n'a pas communiqué. Et eux, dès qu'ils ont eu les tarifs, ils ne se sont pas posé la question. Ils ont fait précommande tarif. Ouais. Vas-y. Alors, donc il y a deux. L'info principale, c'est les tarifs en France. Donc, alors, ils ne sont pas encore confirmés, mais en tout cas, il y a des prix tels qu'ils étaient sur le site de Boulanger. Donc on était à 919 € pour l'iPad Pro 32 Go Wi-Fi, 1099 pour le modèle 128 Go Wi-Fi et 1249 € pour le modèle 128 Go Wi-Fi plus 4G. Il y avait aussi les prix pour le crayon Apple. Donc on était à 109, je crois. C'est ça. Et pour le clavier, 179 Peut-être. Je crois que c'était 159, mais c'est peut-être. J'ai un petit doute. Et pour le clavier, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a cette rumeur ou pas qui dit que le clavier n'existerait qu'en QWERTY et non pas en AZERTY. C'est quelque chose qui a tourné. Non, parce que s'il est livré avec les iMac, il doit être AZERTY. Moi, je suis étonné quand même d'avoir lu ça, mais en tout cas... Ce serait hyper étonnant. On l'aurait vu. Non, les clients, on l'aurait ramené. Parce qu'on a commencé à livrer les nouveaux iMac. Nous, on n'a pas eu nos unités de démo, mais on a commencé à les livrer. Oui. Donc, je pense que les clients l'auraient ramené. Je parlais du clavier de l'iPad Pro, en fait. Ah, pardon, excuse-moi. J'étais resté... Pardon, excuse-moi. La keyboard touch, je crois que c'est ça, ou quelque chose... Non, le keyboard... Enfin, bref, ça porte un nom. Et donc, ce clavier, donc, qui va servir aussi de cover, donc le keyboard cover ou quelque chose comme ça, voilà, donc serait disponible seulement en QWERTY et non pas en AZERTY. Alors moi aussi, ça m'a laissé un peu sceptique. Je n'ai pas retrouvé l'article juste avant de démarrer, mais j'ai vu passer ça la semaine dernière. Alors est-ce que c'est vrai ou pas? En tout cas, ce serait vraiment dommage pour nous, utilisateurs européens et français, de ne pas pouvoir bénéficier d'un clavier AZERTY. Ça me semble très bizarre, étonnant. Ouais. Sinon, ils ne l'auraient pas annoncé en France. Avec un prix. Ils ne peuvent pas l'annoncer en France avec un clavier QWERTY, c'est pas possible. En tout cas, il y a un public qui attend l'iPad Pro avec beaucoup d'impatience, c'est le public des graphistes, des designers, de tous ceux qui font de la retouche, du dessin, etc. La semaine dernière, j'avais prévu de vous dire un mot d'Adobe Max, donc l'événement organisé par Adobe au début du mois d'octobre à Los Angeles, parce qu'il a été question de l'iPad Pro. Je me demandais avant que les keynotes commencent si on le verrait sur scène, s'il en serait question, parce que Microsoft était à nouveau sponsor majeur de l'événement comme l'année dernière. L'année dernière, ils avaient quand même offert 5000 Surface Pro 3 aux 5000 participants, donc avec la signature d'un partenariat majeur avec Adobe. Donc Apple était clairement en retrait l'an dernier. L'iPad Pro ayant été annoncé quelques jours plus tôt, il n'était pas impossible qu'il apparaisse sur scène. Voilà ce qui s'est passé à Max. On est donc dans la salle du Microsoft Theater à Los Angeles, au début de la keynote du premier jour, et voilà ce qui s'est passé. Today I'm actually going to start out in Adobe Comp CC on this iPad. And it's actually not just any iPad. We're lucky enough to have the iPad Pro on stage today, on loan from our friends at Apple, even though they don't come out until next month. And Comp is amazing on this new device. So I'm going to go into my watercolor tool, and if I use the pencil on its side, I'm actually laying down
more water and less pigment. The harder I press, the darker it gets. I'm gonna go ahead and pick a second color here, add that in just a little bit, and then go back and add some darkness in here. So I've got this sort of nice organic shape. You'll notice it's blending on the screen. At any point I can click on this fan to dry it. I can then go copy to my clipboard. Cute, right? And go in here and I can paste this image, scale it up, and just sort of place it in the bottom of my design. I'm gonna change the Z order really quickly and then lock that as well. It was also awesome to see these apps in action on the new iPad Pro. For too long, the potential of mobile creativity has really been limited by the power of the hardware we use. The next generation of hardware is unleashing new possibilities for mobile creation. Now, we have worked closely with our friends at Apple to optimize our mobile apps for the iPad Pro, getting early access to hardware and making sure that the software and the hardware works together magically. And we're really excited to continue working with Apple to enable the future of mobile creativity, and thanks to those from Apple who are here with us today. Voilà, donc petite déclaration d'amour d'Adobe. Microsoft Apple. Theater, tu dis? Oui, le Microsoft Theater. Alors tu sais, il s'appelle comme ça parce que c'était le Nokia Theater jusqu'à ce que Nokia soit racheté par Microsoft. Et donc la salle a changé de nom et est devenue le Microsoft Theater. Mais on va dire que c'est pas vraiment lié à Microsoft, c'était plus lié à Nokia qui était le sponsor historique. En tout cas, voilà, grosse déclaration d'amour d'Adobe à Apple. Et je peux vous dire que dans la salle, il y avait 7000 graphistes, 7000 créateurs, 7000 vidéastes, photographes, designers, créateurs d'applis mobiles, etc. Voilà, ils ont tous eu la Surface Pro 3 l'année dernière. Mais clairement, l'iPad Pro est l'appareil qu'ils attendent très fébrilement pour le. Et là, Apple leur a offert une Magic Mouse 2, ils sont contents. Et Apple leur a rien offert cette année, non. Ah bon, oui, normal quoi. C'est pas trop le genre à faire des cadeaux. Il y a une époque, je sais pas si tu te rappelles, dans des keynotes, on avait trouvé une des premières mouse sous les chaises. Sous les chaises, absolument. Il y a eu la mouse, il y a eu l'EyeSight. Et conférence développeur, Steve Jobs avait personnellement filé des PowerBook G3 Series à certains développeurs qui avaient été tirés au sort durant la conférence. Et puis il y avait eu mieux que ça, il y avait eu la conférence de lancement de l'iPod, le tout premier. C'était dans Town Hall, donc la petite salle entre guillemets à Cupertino. Tous les journalistes qui étaient là étaient repartis avec l'iPod et un sac plein de CD. Mais vraiment, ils avaient dans un sac la quantité de CD qu'on pouvait numériser et mettre dans l'iPod. Toi, tu y étais, t'as refusé, bien sûr. Non, j'y étais pas. Je n'y étais pas. Je ne mange pas de ce pain-là. Mais je sais que c'est ce qui s'est passé. Guillaume, pour te faire plaisir, on va dire un mot de l'iPhone 7. Non. Oh, yes. Tu veux bien? Au revoir. C'est déjà comme toi la semaine dernière. Salut. L'iPhone 7, l'iPhone 6S et l'iPhone 6S Plus viennent seulement de sortir et on parle déjà de l'iPhone 7. Alors c'est pas moi qui en parle évidemment, mais c'est on va dire un récidiviste de la chose, le fameux analyste Gene Munster qui pendant des années avait prédit une télé Apple, qui a mangé son chapeau il y a quelques mois en admettant qu'il s'était trompé. Voilà, il a dû partir en vacances, je pense, et reprendre un peu du poil de la bête, puisque là, il nous fait un petit jus sur l'iPhone 7. Alors, on a mal barré, alors. On a ses premières, oui c'est ça, c'est peut-être mal barré. On a ses premières prédictions sur l'iPhone 7. 3-4 détails: écran saphir bord à bord, disparition du bouton Home, mais il n'est sûr qu'à 50%. Autant vous dire, qu'est-ce qui se passe, Guillaume? Je proteste. Bon, je vais essayer de finir. Le bouton Touch ID serait déporté sur la tranche de l'iPhone, selon lui. Et puis, évidemment, on parle d'une autonomie améliorée. Ça ressemblerait à ça, on voit en tout cas un rendu sur Mac Forever. C'est une image qu'on avait déjà vue, mais c'est vrai que cet écran intégral, c'est assez séduisant quand même, Ellie, non? Ah oui. Je ne pense pas que ça sera ça, mais ça serait bien. Pourquoi tu ne penses pas que ce sera ça? C'est trop tôt. Les designs, il y a des tas de studios de design qui présentent des projets juste pour faire parler d'eux. Donc,
On n'a aucune idée de ce que Apple doit le savoir, mais là c'est même trop tôt. Je pense pas qu'il y ait de produits, même en phase dev, en octobre. Si on disait entre janvier et mars, oui, mais là c'est trop tôt. Non, puis surtout, le gars prend vraiment pas de risque. 50%, je pense qu'il y aura une fonction téléphonie. Je le sens bien à 100%, ça. Je vois bien un écran s'il y a 100%. C'est un peu n'importe quoi. Peut-être de la 5G si les opérateurs sont prêts. Peut-être. Et en plus, il n'aura pas la force. Les rumeurs sont pas nouvelles parce que la disparition du bouton Home, c'est une rumeur qui est ancienne, c'est vrai. Qui a déjà 3-4 ans. Le bord à bord, c'est une rumeur qui a aussi existé, qui est sortie il y a 2-3 ans aussi. Donc je veux dire, c'est des rumeurs anciennes. En plus, ils se mouillent pas et enfin c'est un peu n'importe quoi. Tu permets qu'on laisse parler le Seigneur Vador. L'iPhone 6 en Corée. On va laisser parler le Seigneur Vador. Seigneur Vador, que pensez-vous de ces rumeurs? Moi, je pense que c'est du grand n'importe quoi. Et ces téléphones n'ont pas la force, c'est tout. Bon, Seigneur Vador, j'ai un truc qui va peut-être vous réconcilier avec la force, justement, avec la vie. C'est un clavier très très sympa pour l'iPad qui s'appelle le QWERTY Writer. Yes. Je vais vous le montrer en vidéo parce que c'est quand même beaucoup plus parlant. Voilà, c'est clairement un clavier de machine à écrire à l'ancienne, avec ces touches bien lourdes. Clavier, l'ensemble est en acier, c'est du lourd. Et il est très noir. J'aime bien le noir. Il est très noir, voilà. Et donc l'iPad est posé à la verticale. C'est un très très beau clavier qui est dispo, qui est en précommande. Son prix c'est $399, yes. $329 si vous le commandez en ce moment. Le seul problème, et ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il n'y a qu'une version QWERTY prévue pour l'instant. Il n'y a pas encore de version AZERTY. C'est dommage parce qu'il est hyper séduisant. Il manque 2 fonctionnalités. Donc, si les développeurs ont encore le temps de le faire, il manque, comme dans une machine à écrire, les trucs qui vont aller taper sur l'écran dès que tu vas appuyer sur la touche. Ouais. Et puis, le fait que quand tu vas à la ligne, ça t'éjecte l'iPad et t'en rachètes un autre. Ça s'appelle la force. Bon, avant de nous quitter, je voulais vous montrer ce que tu m'avais indiqué dans tes derniers messages, Ellie. C'est cet étui pour iPhone. Alors, voilà, le premier étui qui colle à tout sans être collant pour autant. Voilà, c'est comme ça qu'on peut le présenter. C'est magique, Ellie ? Il paraît. Moi, j'aimerais bien le tester, en tout cas. Ah ouais. Je suis allé sur le site. Ils disent qu'ils ont une technologie qui permet de le mettre sur n'importe quelle surface. Donc, c'est très pratique pour des selfies. C'est très pratique pour regarder la télé en se rasant, tu vois. Moi, je le fais avec la force. Et franchement, l'étui n'a pas l'air très gros. Donc, je suis vraiment curieux de tester ça. Il est sur le mur et c'est très bien. Bon, voilà, on va vous laisser sur... séduisant en tout cas. Voilà, séduisant. On va vous laisser sur cette image un peu magique et un petit peu sombre aussi de Dark Vador invité. Rendez-vous le 16 décembre. C'est ça, rendez-vous le 16 décembre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Eddy Magnette, tablettactile.net. Merci à Guillaume Jette. Je sais que tu es là, Guillaume. Merci d'avoir été là. Et puis Ellie, comme d'habitude, à très très vite. À très vite. À très vite. Passez une excellente soirée sur Watch où les programmes continuent. Salut à tous.